Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du débat en ce mercredi 11 janvier 2017. L'OTAN a entamé ces derniers jours le renforcement de son dispositif militaire sur son flanc oriental. Dans ce cadre, les États-Unis ont déployé des équipements lourds et des véhicules dans le nord de l'Allemagne. L'Alliance Atlantique prévoit également d'envoyer 4000 soldats ainsi que des avions, des blindés et de l'artillerie en Pologne, puis en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Alors, au total, 27 000 soldats de 22 pays participent à la manœuvre militaire d'envergure de l'OTAN en Varsovie, capitale polonaise, à la demande des États-Unis. Il s'agit du déploiement militaire américain en Europe le plus massif depuis la fin de la guerre froide, une provocation non dissimulée alors que Moscou considère ces démarches comme une tentative pour provoquer une nouvelle guerre froide. Dans le cadre de cette édition du débat, nous allons traiter de cette démarche de cette nouvelle démarche agressive de l'OTAN aux portes de la Russie sur fond de tensions grandissantes entre Moscou et Washington sur de nombreux dossiers. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. L'armée américaine vient d'annoncer qu'elle envisage d'accroître le périmètre de ses manœuvres militaires en Europe et de les rendre plus complexes avec pour objectif de contrer les soi-disant menaces russes. Le commandant adjoint des forces américaines en Europe, Tim Ray, a annoncé dans un communiqué qu'il s'agit d'une partie de nos efforts pour contrer l'agression russe, garantir la souveraineté territoriale de nos alliés et sauvegarder une Europe libre, aisée, pleine de paix et de sérénité. Dans le cadre d'une stratégie présentée comme défensive par l'OTAN, des blindés américains sont arrivés dans le port allemand de Bremerhaven. Ils prendront ensuite la direction de l'Europe de l'Est, plus précisément en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Dans le cadre d'un plan de renforcement des forces de l'Alliance Atlantique en Europe face aux éventuelles attaques russes, il s'agit de 4000 soldats, 87 chars et 144 blindés militaires qui doivent participer à une manœuvre militaire d'envergure de l'OTAN aux portes de la Russie. À la suite du rattachement de la Crimée à la Russie en mars 2014, Washington et ses alliés de l'OTAN organisent annuellement depuis juillet 2014 des manœuvres militaires aux portes de la Russie. La Russie a maintes reprises mis en garde contre le renforcement des forces de l'Alliance Atlantique dirigées par les États-Unis près de ses frontières et elle a été obligée de renforcer elle aussi ses capacités militaires sur les frontières du sud-ouest pour maintenir un équilibre. Pour Moscou, cette présence militaire américaine en Europe constitue un acte d'agression qui brisera l'équilibre sécuritaire dans ce continent. En effet, la CIA, le Pentagone, l'OTAN ne peuvent pas accepter les échecs qu'ils subissent sur tous les fronts militaires mais aussi politiques et diplomatiques, à savoir en Ukraine, en Syrie, en Turquie. Ces échecs sont perçus comme une catastrophe par la coalition occidentale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a compris que le retour de la paix était possible sans l'Occident. La Turquie, elle-même pays membre de l'OTAN, est à la recherche de nouveaux alliés. Le monde arabe-musulman comprend que la domination américaine s'érode à vue d'œil. L'Europe connaît une montée d'angoisse à la veille des élections en France et en Allemagne et peut-être aussi en Italie. Le jeu devient de plus en plus transparent et on voit désormais que ce sont les mêmes joueurs qui opèrent même s'ils ne sont pas forcément sous le même pavillon. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis New York avec Jean-Marc Jacot, journaliste franco-américain, et depuis Moscou via Skype avec M. Mikhail Egorov, journaliste chroniqueur russe. Je vous propose tout de suite de rejoindre à Moscou M. Egorov. M. Egorov, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Monsieur Egorov, alors les pays membres de l'OTAN organisent
les manœuvres militaires les plus importantes et les plus complexes depuis la fin de la guerre froide, bien sûr sous l'égide, sous l'impulsion des États-Unis. Quelles sont, une première question, selon vous, les principaux enjeux de ces manœuvres? Dans quel contexte replacez-vous alors cette manœuvre d'envergure de l'OTAN? Je pense que ces manœuvres visent à recréer des tensions. Je pense que c'est ça le but principal recherché. Il voit bien que les multiples provocations qui ont été lancées en direction de la Russie n'ont pas abouti. La Russie a toujours su réagir avec sang-froid. Donc le fait d'entamer ces larges manœuvres, une fois encore aux portes de la Russie, aux portes des frontières russes, cela vise bien évidemment à faire remonter encore les tensions et voir comment la Russie va réagir. J'ai pu lire et entendre l'opinion des experts militaires russes. Pour beaucoup, il s'agit avant tout de manœuvres idéologiques plus que de manœuvres militaires. Pourquoi idéologique? Parce que le but surtout recherché, c'est de montrer ses muscles, si vous voulez. C'est-à-dire que l'OTAN cherche une fois encore à montrer ses muscles, qu'il peut faire face à la Russie, qu'il peut soi-disant contrer l'agression russe, même si on ne voit pas à quel niveau se trouve l'agression russe, mais eux continuent d'utiliser ardemment cette rhétorique. La Russie, à ce niveau-là, pour le moment, va juste continuer à observer, mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en cas de nécessité, la Russie pourra toujours prendre des mesures adéquates. Voilà. Merci, M. Egorov. On va tout de suite rejoindre au téléphone depuis New York Jean-Marc Jacot. Monsieur Jacot, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Rodamandé. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Jacot. Monsieur Jacot, les dirigeants de l'Alliance Atlantique expliquent l'augmentation de la présence militaire de l'OTAN en Europe par une prétendue menace russe. Est-ce que cette augmentation, cette justification ne relève pas plutôt de la russophobie traditionnelle de l'Occident, comme disait tout à l'heure M. Egorov, de cette approche plutôt idéologique et non pas militaire? Oui, c'est de l'intoxication tout simplement. Ce déploiement était prévu normalement en février, d'accord? Mais en février, comme Trump était en place, il y avait beaucoup de chances qu'il annule cela. Donc, c'est une manœuvre de la part d'Obama et de son gouvernement pour saboter la volonté de rapprochement de Trump, pour essayer de le mettre devant le fait accompli, et en se disant que justement ce sera difficile pour lui de revenir en arrière une fois qu'il sera en place sur cette augmentation complètement inutile et dispendieuse, de crainte, se disent-ils, de crainte qu'il ne prête le flanc aux critiques, aux attaques des russophobes américains. Mais donc, il faut voir quand même qu'il y a un climat ici qui est entretenu depuis le 11 septembre, une sorte de lavage de cerveau des enfants à l'école. Il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus, Curriculum de la peur, Curriculum of Fear, une enquête dans une école américaine où on voit comment vraiment ces enfants qui ont l'habitude même de porter des armes à feu sont vraiment le cerveau lavé par rapport à l'idée que les États-Unis seraient fragiles, dangereux, etc. Donc, globalement, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Tout ça, c'est des gesticulations à but plus politique et idéologique que quoi que ce soit d'autre. Merci, M. Jacot. Voilà. Merci. Monsieur Egorov, alors, justement, dans quelle mesure la présidence de Donald Trump va-t-elle affecter cette opération? Certains pensent que M. Trump, d'une part, a demandé aux pays européens membres de l'OTAN alors d'assumer eux-mêmes leurs responsabilités, les dépenses en effet militaires, et d'autre part, alors il y a cette volonté du nouveau président américain de développer, d'élargir la flotte navale américaine. Est-ce que là, cette opération n'est pas plutôt en contradiction avec la politique de détente du nouveau président américain, ou bien M. Trump va peut-être alors jouer un double jeu face à la Russie?
Alors, c'est une question très intéressante, mais justement, pour l'instant, y répondre est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses effectivement intéressantes. Qu'est-ce qu'il en sera lorsqu'il prendra le pouvoir? Là, il y a pas mal de suspense qui reste encore en l'air. Est-ce qu'il pourra effectivement réaliser certaines de ses promesses électorales, notamment en matière de politique internationale? Est-ce qu'il le fera entièrement? Est-ce qu'il le fera en partie? Est-ce que son entourage le soutiendra dans cette démarche s'il décide de le faire? Ou au contraire, plusieurs personnes vont lui mettre des bâtons dans les roues? Toutes telles sont les questions auxquelles pour l'instant il est très difficile de répondre. Donc je pense qu'il faut observer pour voir. Mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, la présidence Trump fait peur à beaucoup de pays, justement, d'Europe de l'Est. Parce que il n'y a pas longtemps, il y a appel qui a été lancé par les anciens leaders, les anciens présidents d'un certain nombre de pays de cette Europe de l'Est, la Roumanie, les pays baltes, la Pologne, certains pays scandinaves, je crois aussi, qui avaient dit que dans cette lettre, ils demandaient à Trump de ne pas faire confiance à la Russie, de ne pas aller à la détente avec la Russie et de continuer à adopter une politique dure vis-à-vis de la Russie. Donc, justement, et ça confirme à quel point la présidence de Trump, qui n'a pas encore commencé officiellement, fait peur à beaucoup de ces forces qui veulent continuer dans cette rhétorique ouvertement russophobe et qui veulent poursuivre leur haine de la Russie. On ne sait pas ce que fera Trump, mais le fait même qu'il ait abordé plusieurs fois le fait qu'il veut normaliser les relations avec la Russie, cela fait peur à beaucoup de forces et de pays en Europe, notamment en Europe de l'Est. Mais une fois encore, qu'est-ce qu'il en sera en réalité? Ça, c'est la question à laquelle je pense pour l'instant il est trop tôt de pouvoir répondre. Merci, M. Egorov. M. Jacot, alors, pour la Russie, ce renforcement de la présence militaire de l'OTAN risque de déstabiliser l'équilibre des forces sur le continent européen. Alors, cette manœuvre d'envergure, la plus importante depuis la fin de la guerre froide, quelles en seront selon vous les conséquences sur la situation sécuritaire, notamment en Europe de l'Est? Là, je ne suis pas vraiment assez qualifié pour vous le dire, mais il faut savoir quand même qu'historiquement, à cause de sa géographie, la Russie est très vulnérable à des attaques parce qu'elle n'a aucun obstacle naturel de chaîne de montagne ou quoi que ce soit de la plaine européenne qui mène jusqu'à Moscou. Et donc c'est vraiment, comme elle le dit, que ce soit Poutine ou tous ses prédécesseurs ou tous ceux qui le suivront, c'est tout simplement à la situation de ce pays, de ce grand pays, qu'il est nécessaire pour lui d'avoir une sorte de ceinture de sécurité autour de lui. Et ça, c'est son intérêt vital. Voilà, c'est là-dessus maintenant l'OTAN en plus a brisé une entente qu'il y avait de ne pas s'étendre vers l'Est. Et c'est l'OTAN, évidemment, qui est très menaçante vis-à-vis de la Russie. Mais en fait, moi, comme je l'ai dit, finalement, pour l'instant, je ne m'inquiète pas parce que quand même, là, il y a une chose qui est très très claire dans les déclarations de Trump et sur quoi il est resté fidèle pendant toute la campagne, et je pense qu'il va s'y maintenir, bon, on verra, hein, mais c'est qu'il souhaite une détente avec la Russie. Donc, voilà, comme je vous ai dit, tout ça fait... D'ailleurs, on remarque qu'on n'en parle pas beaucoup hein, dans les médias de ce déploiement exagéré. Voilà. Merci, M. Jacot. M. Egorov, alors, ces manœuvres, l'organisation de ces manœuvres intervient simultanément à la présentation d'un projet au Sénat américain par 3 sénateurs américains pour l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie, par la publication d'un rapport des agences de renseignement américains accusant la Russie d'implication dans le piratage informatique, d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Est-ce que là, vous voyez des liens, M. Egorov, entre ces manœuvres militaires et ce qui se passe justement sur le plan diplomatique à l'intérieur des États-Unis, bien sûr, contre la Russie? Oui, je pense que cela fait partie d'un ensemble. Ça, je pense que c'est assez clair et évident. Mais aussi, ce qui est assez évident, c'est que justement,
en essayant encore de faire monter les tensions avec la Russie, ça confirme une fois de plus le désir de certaines têtes chaudes aux USA de vouloir mettre à tout prix des bâtons dans les roues pour la présidence de Trump. Donc ils sont effectivement très inquiets de voir Trump aller vers le sens de la normalisation des relations avec la Russie. Donc par tous les moyens, donc, à travers ce rapport au Congrès, à travers ces manœuvres militaires, à travers ces prétendues attaques de hackers russes, etc., ils veulent à tout prix mettre de la pression sur Trump pour que celui-ci ne puisse pas entamer, ou du moins entamer rapidement, peut-être sa volonté de normaliser les relations avec la Russie, tout en sachant qu'on ne sait pas est-ce que c'est véritablement son désir, est-ce que c'est véritablement un désir important de sa part. Mais en tout cas, quand on voit toutes ces actions qui sont entreprises à différents niveaux par plusieurs structures états-uniennes, on voit bien qu'il y a une réelle volonté de nuire à tout processus éventuel de normalisation entre la Russie et les USA, et donc mettre Trump en difficulté. Je pense que c'est ça, donc je pense que c'est ça qu'il faut relever de ces choses-là. Merci, M. Egorov. Monsieur Jacot, si vous voulez bien, revenons à la position de la France. Alors, dans tout cela, les récents agissements de l'OTAN, pourquoi la France semble se désintéresser en quelque sorte de la question? Eh bien, pour ce que je venais de vous dire, c'est que tout le monde a l'impression que ce ne sont que des gesticulations qui se passent, c'est vrai, sur le théâtre d'opération européen, mais des gesticulations qui sont destinées quand même à la politique intérieure des États-Unis. Vous voyez, voilà. Les questions que je me pose en même temps, c'est qu'il y a eu vraiment des provocations beaucoup plus graves, récentes. Parce que il y avait une menace même très claire de représailles pour ces prétendues ingérences russes. Et bon, c'est pas encore très clair qui est responsable de l'assassinat de l'ambassade russe en Turquie, qui est responsable du crash du Tupolev qui a envoyé à la mort des cœurs de l'armée rouge. Mais si ce n'est pas des actions qui, s'il s'avérait que c'était les États-Unis, seraient vraiment des provocations pour déclencher une guerre, ça c'était beaucoup plus alarmant. On ne sait pas d'ailleurs, si vous avez des éléments sur le crash du Tupolev, on n'en parle plus trop actuellement, mais beaucoup de personnes se sont demandé si ces deux événements n'étaient pas en fait des représailles caché de la part des États-Unis. Ce qui se passe, c'est ça le risque quand on a un langage guerrier comme ça, parce que peut-être ce n'est pas du tout le cas, mais quand on a un langage guerrier comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un drame par rapport à la Russie, eh bien tout de suite, tout le monde pense justement à la responsabilité des États-Unis. Donc, surtout ce qu'il faut faire, c'est vraiment réduire les tensions, prier pour la paix, pour ceux qui prient ou visualiser la paix. Je crois que nous pouvons faire un champ de force collectif à travers toutes les nations, les religions, pour favoriser ce courant de paix et neutraliser ces tentatives d'un autre âge du passé. Voilà. Merci, M. Jacot. On va rejoindre par Skype à Moscou M. Egorov. M. Egorov, la présence militaire de l'OTAN en Europe n'est pas bien perçue par l'opinion publique européenne. Ces derniers jours, il y a eu des manifestations anti-OTAN, notamment dans le nord de l'Allemagne. Bien sûr, c'est une évolution importante en politique intérieure des États-Unis, mais il y a aussi des évolutions à attendre sur le continent européen, des élections en Allemagne et surtout en France. Alors, dans quelle direction, justement, cette orientation de l'OTAN va conduire les évolutions politiques avec, bien sûr, en vue les élections en Allemagne et en France, d'autant plus qu'il y a justement cette méfiance de l'opinion des citoyens européens envers la présence militaire de l'OTAN sur le continent européen. Alors vous avez bien fait de noter justement cette méfiance et pour certains même la révolte de ces tensions que crée l'OTAN avec la Russie de la part d'un grand nombre de citoyens européens. Et au vu des élections qui vont arriver dans plusieurs pays européens, dans l'Allemagne et bien sûr la France, c'est sûr qu'on s'attend à des prises de décision importantes par les citoyens de ces pays.
Après, nous, à notre niveau, on ne peut qu'observer. C'est aux citoyens de ces pays, dans le cadre purement souverain, de prendre la décision et de faire le choix qui leur paraît le meilleur. Mais effectivement, au vu des sentiments que l'on observe actuellement de plus en plus à différents niveaux, à différents endroits de l'Europe, et notamment donc de l'Europe occidentale, donc que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, certains autres pays, c'est vrai que je pense qu'il y a des changements qui puissent avoir lieu et à notre niveau, nous ne pourrons que soutenir les décisions responsables que les citoyens de ces pays prendront le moment venu. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Merci, Monsieur Egorov. Monsieur Jacot, donc, alors, il est peu probable qu'on assiste à une escalade, à une confrontation entre les forces russes et celles de l'OTAN. Comme disait tout à l'heure M. Egorov, il s'agit pour l'OTAN de montrer ses muscles, une démonstration de force qui vise bien entendu à créer, à intensifier les tensions à proximité des frontières de la Russie. Mais alors, cette démonstration de force, Monsieur Jacot, sera lourde de conséquences alors pour les prochains dirigeants européens, d'autant plus que alors nous sommes à l'approche des élections alors dans différents pays européens. Oui, en tous les cas, puisque vous m'aviez questionné sur la France tout à l'heure, justement, le prochain président ou la prochaine présidente de la France, dans tous les cas, il semble que ce sera une politique de recentrage, de modération vis-à-vis de la Russie. Donc, que ce soit Fillon qui n'a pas caché cela, ou que ce soit, malheureusement, Marine Le Pen qui gagne. Donc, parce que, bon, je ne vois pas du tout les candidats de la gauche étant en lambeaux. Je ne vois aucun candidat de gauche vraiment réussir à passer peut-être même au second tour, en tous les cas, d'autant moins devenir président. Voilà, donc en tous les cas, en ce qui concerne la France, après le mois de mai, là aussi, il y aura une détente vis-à-vis de la Russie, une normalisation, un équilibrage, ce qui est vraiment souhaitable. Là, j'exprime mon opinion. Nous sommes quand même, faisons partie du même continent avec la Russie. Nous avons des liens très très anciens. À une époque, avant la révolution bolchevique, le français est extrêmement parlé en Russie et donc quoi que ce soit qui se passe dans les sphères politiques, nous, les citoyens, les Russes et Français, devons renouer, renforcer ces amitiés franco-russes. Voilà. Jean-Marc Jacot, journaliste franco-américain depuis New York. Monsieur Mikhail Egorov, journaliste chroniqueur russe depuis Moscou. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.